Pour me présenter rapidement, voyo, Mama Tahtia Fatinto, Papa Popaya, rassurez-vous, la suite est en français. Je suis une ancienne testeuse de jeux vidéo également. J'ai étudié 3 ans en école de jeux vidéo. Je suis à présent doctorante. Donc, le jeu vidéo est un porteur de stéréotypes, comme vous le savez, notamment la femme hyper sexualisée aux côtés de l'homme hyper viril. Il faut savoir que ces deux stéréotypes sont dédiés à un public masculin. Le but, la présence de l'homme hyper viril n'étant pas de faire fantasmer d'éventuelles joueuses, mais de donner la possibilité aux joueurs d'incarner cet homme hyper viril qui peut aller au secours de ces femmes hyper sexualisées. Des stéréotypes, on en retrouve également en Océanie, sur l'Océanie. D'un côté, le féroce cannibale mélanésien, et de l'autre, la délicieuse, sensuelle femme polynésienne sexualisée. Des stéréotypes qui ne sont pas sans conséquences. Et ma question du jour serait de savoir, est-ce que l'Océanie, dans les jeux vidéo, lorsqu'elle est recréée, est-ce que l'on retrouve une Océanie stéréotypée avec ses vahinés et ses cannibales, ou bien invisibilisée, c'est-à-dire qu'elle est passée sous silence? Elle n'existerait à peine, voire même pas. Eh bien, voici quelques éléments de réponse pour commencer. Nous avons là un zombie papou cannibale qui prouve la présence, la réutilisation du stéréotype du cannibale mélanésien dans le jeu vidéo. Ici, c'est un zombie papou qui cherche à dévorer les héros, le but étant d'en exterminer le plus possible. Nous avons également la femme polynésienne sexualisée, la vahinée, dans Pokémon, qui est tout de même la franchise ludique la plus lucrative au monde. Et ces stéréotypes du cannibale mélanésien et de la vahinée ne sont pas sans conséquence, encore une fois, puisqu'ils sont directement liés à la colonisation. Sachant que le cannibalisme a servi d'argument à la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. À savoir que bien que le cannibalisme avait cessé d'être pratiqué depuis les années 60 en Nouvelle-Calédonie, le discours colonial continuait de prétendre son existence bien réelle et en cours pour justifier justement la spoliation foncière et la colonisation. La vahinée, quant à elle, donne l'image d'une Polynésie féminine. La Polynésie serait une femme et comme toutes les femmes, elle ne demanderait qu'à être possédée, prise, donc colonisée par un homme fort et viril venu d'Occident qui protégerait dans ce mariage colonial la faible femme colonisée. Quelques éléments de contexte à présent, puisqu'il faut savoir que tous ces stéréotypes, on les retrouve dans la publicité, le cinéma, la littérature, comme le prouve la recherche, mais pour le jeu vidéo, les recherches n'ont pas encore été menées. Ce qui ne veut pas dire que la recherche sur le jeu vidéo ne s'intéresse pas à la question ethnique. J'ai dès lors commencé par recenser toutes les références sur la question ethnique dans le jeu vidéo. Sur 60 références, seuls 2 articles accordent réellement une place à l'Océanie. À savoir que les chercheurs, lorsqu'ils recensent toutes les ethnies, donc latino, occidentales, asiatiques, la grande majorité ne pense pas à l'Océanie. D'autres ne font que reciter ces 2 articles. Et il faut savoir également que ces chercheurs, certes, ils citent la présence océanienne avec l'Asie, puisque en Amérique, donc aux États-Unis, eh bien, il ne constitue qu'un seul groupe, mais asiatique. Alors, pour commencer le premier article, je prends rapidement les recherches. L'article de GlobeQ, il porte sur les 70 jeux vidéo les plus vendus aux États-Unis en l'an 2000. Les tests ont duré 20 minutes et donc 1716 personnages ont été recensés. Lorsque j'ai séparé d'un côté les Asiatiques et de l'autre les Océaniens, j'ai alors obtenu le chiffre de 0,2% d'Océaniens dans le corpus. Pour le second article de Dawes, qui porte sur les 60 jeux vidéo les plus vendus aux États-Unis en 2002, les tests ont duré 10 minutes, il y a 489 personnages listés, et cette fois, les Océaniens ne sont que 0,4%, une fois qu'ils sont séparés des Asiatiques. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'Océanie est vraiment sous-représentée. Vous voyez, par exemple, les robots sont 19%. Ma méthodologie, ici, nous avons vu
que les chercheurs donc, américains se sont engagés superficiellement. Les tests ont duré respectivement 10 minutes ou 20 minutes au total. Test d'engagement de strates profondes, c'est-à-dire que je vais tester le même jeu à plusieurs reprises ou tester une même partie du jeu à plusieurs reprises. Le but étant de faciliter l'obtention de résultats d'ordre quantitatif, à savoir la quantité d'océaniens dans les jeux vidéo. Si je regroupe les deux articles que je viens de présenter, sur 2205 personnages, 6 sont océaniens, ce qui mène à 0,27%, soit un personnage océanien sur 368. En m'engageant à tester les jeux de façon profonde, je vais aussi obtenir plus facilement des résultats d'ordre qualitatif, c'est-à-dire concernant la qualité ou l'absence de qualité des personnages océaniens, à savoir que sur ces 6 personnages, il n'y a qu'un seul personnage féminin, qui est une boxeuse, qui écrase ses adversaires non pas avec ses poings, mais avec ses fesses. Voilà, je vous présente Mamatoua, la boxeuse polynésienne, que je vais analyser très prochainement via l'analyse idéologique, qui consiste à déceler l'idéologie que véhiculerait un jeu vidéo précis, et l'analyse stylistique qui, cette fois, porte sur le matériel du jeu vidéo, c'est-à-dire tout le contenu textuel, graphique et audio. Je vais vous présenter maintenant un exemple hors jeu vidéo pour faciliter la compréhension. Voyez par exemple, lorsque vous avez affaire à ce jeu, selon la réponse que vous allez donner, le contenu textuel, graphique et audio, c'est-à-dire le matériel du jeu vidéo, va changer. Selon que vous donniez une bonne ou une mauvaise réponse, l'animation, donc l'image, le texte, le son, sera différent. Donc pour avoir accès à l'intégralité du matériel du jeu vidéo, il va falloir retester la même séquence plusieurs fois. J'en profite également pour remercier mon école de jeux vidéo où j'ai appris les bases de Photoshop. Alors, cette question, je ne l'ai pas choisie au hasard, je l'ai mise parce que, à mon avis, Mamatoua est nommé d'après le sportif David Toua. Et quant à la réponse de savoir quel sport il pratiquait, vous l'aurez après la pub. Je passe à présent à l'analyse stylistique pendant cette page de publicité. Donc, vous voyez, Mamatoua, ici nous avons, pour ce qui est le graphique, l'image, l'omniprésence du rose dans ses tenues, donc couleur féminine. Elle a également un maquillage appliqué à l'excès. Pour ce qui est du contenu textuel, on précise lorsqu'elle entre sur le ring qu'elle pèse 180 kg, qu'elle a 55 ans. Son prénom n'est jamais révélé. Bon, après tout, c'est monsieur de ma main, hein, c'est tout. Pour le contenu audio, on sait qu'elle a une voix rauque, ce qui, d'après les recherches d'Arnold, n'est pas anodin, puisque les hommes auraient une préférence pour les femmes à la voix aiguë. Ce qui laisserait inconsciemment penser que les voix aiguës laissent une impression de faiblesse, ce qui signifie que les femmes avec une petite voix ont besoin d'un homme pour les protéger. Donc ce serait plus attirant. Toute l'analyse stylistique ici laisse à penser certaines idéologies véhiculées par ce jeu. On peut penser notamment au racisme, au sexisme, à savoir que Mamatoua est tout simplement la maman de la famille Toua, elle n'a pas vraiment d'autre rôle, on ne lui connaît pas de prénom. C'est une mère, donc la maternité la rendrait en plus hors jeu pour la séduction. L'agisme également, son âge aussi la disqualifierait. Et j'estime également qu'il y aurait certainement une part de grossophobie. Savoir qu'elle écrase tout de même les adversaires avec ses fesses, que son maquillage est appliqué négligemment, il y a vraiment une volonté de la rendre ridicule. Dans tous les cas, Mamatoua serait vraiment cette caricature touristique de la mama obèse, la mama polynésienne obèse et miséreuse. C'est une caricature en fait tiers-mondiste qui consiste à montrer aux touristes peu fortunés qu'il existe des gens moins avantagés qu'eux, qui ont une silhouette moins avantageuse, qui ont moins d'argent, bref, qui sont plus malheureux qu'eux. Revenons à présent un peu à la réalité en parlant de mon corpus. Je compte analyser et classer tous les jeux vidéo les plus vendus dans le monde de 1990 à 2022, tout en y intégrant les jeux vidéo conçus par des autochtones d'Océanie. Dès lors, je mènerai une étude comparative entre les jeux vidéo conçus par les autochtones d'Océanie et les autres. Ici, deux exemples. Nous avons à ma droite Sparks, qui est un jeu vidéo conçu par la conceptrice maori
Maru Nihonho, le but du jeu étant de prévenir le suicide chez les jeunes. De l'autre côté, nous avons Jinari, qui est conçu par la linguiste aborigène d'Australie, Liz Ellis. C'est un jeu vidéo qui est en cours de développement depuis 2016. Il est en train d'être doublé dans toutes les langues aborigènes par des enfants aborigènes. Le but étant de préserver les langues et les cultures aborigènes d'Australie. Et je tiens à souligner par ailleurs que le suicide et la disparition des langues et des cultures sont directement liés. Une fois l'intégralité de mon corpus établi, je vais établir un tableau où je vais faire des comparaisons entre les équipes, c'est-à-dire comment sont composées les équipes en termes ethniques, donc plus ou moins d'océaniens dans l'équipe de conception, le genre, donc au-delà de la binarité féminin-masculin, et le statut colonial lorsque les pays sont concernés. À savoir que les États-Unis, par exemple, sont concernés avec la colonisation de Hawaï notamment. À présent, tout ça, ce sont des projets que je compte mener. J'ouvre à présent une page sur une éventualité qui serait de mener des analyses cognitives. L'illustration est volontairement floue pour qu'on ne reconnaisse personne. Ceci est la vue que j'ai lorsque je me trouve dans la salle de contrôle du laboratoire de jeux vidéo à l'Université du Québec à Montréal. En fait, j'ai accès à toutes les caméras des postes des testeurs et des testeuses qui, eux, sont reliés à des capteurs qui ressentent en fait le mouvement de leurs mains, de leurs yeux et les fluctuations cognitives, donc ce qui se passe directement dans leur cerveau. Donc, en menant des analyses cognitives, je pourrais notamment discerner les micro-expressions des joueurs et des joueuses lorsqu'ils sont confrontés à des jeux vidéo, notamment à la représentation de Mamatua. Donc, les micro-expressions, il faut savoir que contrairement aux émotions que l'on peut feindre ou tenter de contrôler, elles sont incontrôlables, involontaires et spontanées. Elles durent maximum une demi-seconde, à l'exception de la surprise qui, elle, dure une seconde entière. La surprise, vous la trouvez justement en bas à droite. Au-dessus, vous avez le dégoût et la colère, et de l'autre côté, le mépris, la peur et la tristesse. Il existe bien entendu d'autres micro-expressions, et des études ont prouvé qu'en Amérique du Nord, les gens ressentent de la joie rien qu'à la vue du Coca-Cola. Sur cette note joyeuse, voici les références auxquelles j'ai fait appel. N'hésitez pas à me les demander. N'hésitez pas également à poser des questions, car à présent, la parole est à vous.